Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est cette question des transferts culturels et plus précisément eh bien, cette question du transfert d'une culture politique vers une autre, c'est-à-dire cette culture politique britannique qui, au moment de la guerre de 7 ans, eh bien, connaît une diffusion paradoxalement très très importante en France. Je dis bien paradoxalement, puisque d'une manière générale, on s'attendrait à ce que deux pays en guerre, eh bien forcément, eh bien, ferment leurs frontières et que de ce fait, il y ait une sorte de pénurie de produits made in Britain en France. Et bien entendu, eh bien, que cette littérature d'origine britannique eh bien, ne circule pas, ou du moins circule très peu. Or, si on examine de manière plus précise immédiatement cette période, on s'aperçoit d'abord eh bien, que, bon, mais là je n'en parlerai pas, mais si on examinait ça sous l'angle de l'histoire littéraire, eh bien, il est certain eh bien, que la guerre de 7 ans n'a pas constitué une rupture majeure dans les relations culturelles franco-britanniques, puisque, pour n'en citer qu'un, vous savez, David Hume, par exemple, qui, lorsqu'il arrive en France en 1763 comme secrétaire de l'ambassadeur d'Angleterre, le comte de Hertford, Hume était absolument stupéfait eh bien, de la renommée qu'il avait acquise en quelques années. Et en réalité, cette renommée était essentiellement due eh bien, à la traduction qu'a faite pendant la guerre de 7 ans l'abbé Prévost, cette traduction de son histoire de la maison de Stuart, qui a été publiée en français en 1760. Ce qui nous montre bien, vous voyez, qu'il faut relativiser, bien entendu, cette fermeture, entre guillemets, des frontières. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plus précisément eh bien, cette diffusion d'une culture politique qui, jusqu'en 1756, eh bien, était encore très très nébuleuse, qui était très très mal perçue. Les institutions britanniques et la vie politique britannique en France n'étaient pas, je dirais, très connues. Et eh bien, pendant ce conflit, paradoxalement, eh bien, alors que la France est en guerre contre sa voisine, eh bien, cette culture politique commence à se diffuser et ce qui peut sembler de prime abord encore plus étonnant, eh bien, le vecteur majeur de cette diffusion n'est autre que le gouvernement français. Le gouvernement français qui, dès l'année 1755, donc qui est le prélude à... On peut dire même que la guerre de 7 ans a déjà commencé en 1755, puisqu'on se bat en Amérique depuis l'affaire Jumonville de 1754. Mais en tout cas, à partir de 1755, eh bien, ce gouvernement français lance une campagne de propagande très ambitieuse et que je vais essayer ici de vous décrire. Alors, ce que je vous montrerai, eh bien, c'est que, c'est essentiellement deux points. C'est que pendant ces années de guerre, eh bien, d'abord, dans un premier temps, eh bien, c'est toute une facette de l'Angleterre qui, jusqu'à présent, comme je vous l'avais dit, eh bien, n'était pas bien perçue, qui apparaît, notamment la réalité de la vie politique. Et en second lieu, et c'est ça qui est vraiment très très intéressant aussi, c'est ce que je pourrais appeler une France plus qu'anglaise, en reprenant un petit peu, vous savez, le fameux pamphlet de Linguet qui a été publié à l'extrême fin de l'Ancien Régime en 1788. Eh bien, on peut dire que le ministère français, vers la fin de la guerre de 7 ans, dans sa manière de conduire cette propagande de guerre, eh bien, s'inspire très largement eh bien, des méthodes mise en place quelques années plus tôt en Grande-Bretagne par celui qui, à la fin de la guerre de 7 ans, est vu comme le principal artisan, à tort ou à raison, je ne vais pas ici entrer dans le débat, mais en tout cas qui est vu comme le principal artisan des victoires britanniques, c'est-à-dire William Pitt l'Ancien. Et comme j'essaierai de vous le montrer, eh bien Choiseul, eh bien, en quelque sorte, fait du Pitt. Il se conduit et il agit à la manière eh bien, de celui qui est son grand rival. Alors, tout d'abord, eh bien, s'interroger sur le transfert en France de la culture politique britannique, bien entendu, vers le milieu du XVIIIe siècle,
avant d'entrer vraiment dans cette guerre de 7 ans, eh bien, ça nous oblige à croiser très rapidement, eh bien, forcément, c'est l'œuvre de Montesquieu qui, en 1748, avec la parution de L'Esprit des lois, impose en quelque sorte cette espèce de doxa sur les institutions d'Albion. Vous savez, c'est le fameux chapitre 6 du livre 11 de l'Esprit des lois, consacré à la constitution de l'Angleterre et qui très rapidement enthousiasme une partie du milieu lettré, car on a l'impression de comprendre enfin ce grand mystère qu'est ce pays. Avec Montesquieu, Albion prend une configuration vraiment extrêmement claire, c'est la terre de la liberté, et c'est surtout, bien entendu, le lieu où pour Montesquieu en tout cas, régnerait, parce que c'est écrit au conditionnel tout de même, régnerait la séparation des pouvoirs. Bon, alors comme vous le savez, bien entendu, cette construction est une construction c'est ce qu'a déjà dit Gustave Lanson, c'est une tendance à rationaliser le réel, c'est une tendance à dessiner le type parfait de la liberté politique. Je cite Gabriel Bonneau qui a écrit de très très bonnes choses là-dessus. Et donc cette séparation des pouvoirs, comme l'a bien montré d'ailleurs l'économiste Véron de Forbonnais en 1753, dans son petit traité qui attaque l'esprit des lois, cette construction ne tient pas lorsque on confronte cette prétendue séparation des pouvoirs à la vie politique extrêmement houleuse que connaît la Grande-Bretagne. Et notamment, lorsqu'on le rappelle également la scandaleuse corruption du corps politique qui s'est systématisée depuis notamment l'instauration du régime oligarchique des Whigs à partir de l'accession des Hanovre. Et donc de ce fait, si on se place au début de la guerre de 7 ans, règne toujours une certaine incertitude sur ce qu'est véritablement cette voisine, politiquement parlant. Il y a des exemples multiples. Il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est ce journal de voyage qui a été rédigé en 1754 par une future victime de la guerre de 7 ans, un futur héros de la guerre de 7 ans, d'une certaine façon, c'est le comte de Gisors. Le comte de Gisors, vous savez, qui est mort en 1758, à la bataille de Crefeld, et en 1754, le jeune comte de Gisors voyage en Angleterre, et il nous a laissé un journal manuscrit qui est vraiment très intéressant. Et lorsqu'on le lit, on a l'impression vraiment que Gisors ne sait pas exactement comment saisir ce pays, notamment du point de vue politique. Dans certaines pages de son journal, il dit que le roi, finalement, ce serait une sorte de souverain mérovingien qui n'aurait absolument aucun pouvoir. Et au fil de ces rencontres, de ces discussions avec les Britanniques, d'autres lui disent non, au contraire, le roi d'Angleterre, est, malgré ce qu'on peut croire, c'est lui véritablement qui, par le biais justement du patronage, etc., qui tirait toutes les ficelles. Et Gisors, ne sait véritablement comment trancher. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de 1755, donc l'année suivante, commence à se mettre en place, comme je vous l'avais dit, cette entreprise d'information systématique et de propagande, il faudrait plutôt dire, par le biais de Versailles, et une entreprise donc de propagande visant, bien entendu, il y a des objectifs qui sont fondamentaux. Il s'agit en 1755 d'abord d'informer les Français sur un conflit qui est très mal connu, notamment c'est-à-dire à l'époque ce qui est vraiment le conflit, puisqu'il n'a comme théâtre d'opération à ce moment-là que l'Amérique du Nord. Il s'agit donc bien entendu d'informer les Français sur la situation en Amérique du Nord, au Canada, etc., sur la rivalité franco-britannique. Alors là, je n'en parlerai pas, mais le personnage, le publiciste qui est chargé de cette tâche et qui d'ailleurs s'en acquitte d'une manière assez, je dirais, honorable, c'est Jacob-Nicolas Moreau, cet avocat au Parlement de Paris, qui a été recruté pour plaider la cause de la France, et c'est pour cette raison qu'est lancé un périodique qu'il a appelé l'Observateur hollandais, périodique qui défend donc les positions françaises, mais aussi qui a un véritable rôle pédagogique. Il s'agit vraiment d'informer les Français sur quelque chose, même sur la géographie du Canada, etc., des choses qu'ils connaissent très très mal.
Mais à cela s'ajoute bien, très rapidement une autre, je dirais, une autre finalité. Nous sommes en guerre, bien entendu, l'ennemi c'est l'Angleterre, donc il faut bien entendu, bon mais ça c'est pas difficile, raviver la haine qui sommeillait à l'égard de l'ennemi éternel. C'est quelque chose qui peut se faire rapidement, d'autant que, comme vous le savez, au début de la guerre, les Anglais ont commis quelques petites pirateries, l'attentat de Boscawen, etc., qui favorisent ce genre de choses. Mais plus largement, il s'agit également de soutenir le moral de ces Français qui, pour certains sans doute, doutent peut-être de l'issue de ce conflit, car se mesurer à ce qui est la première puissance maritime européenne et du monde, c'est quelque chose quand même qui peut laisser douter de l'issue de cette guerre. Et donc il s'agit de répéter sans cesse que la France est dans une position favorable, ce qui est d'ailleurs la vérité. Lorsqu'on examine la guerre de 7 ans, on oublie très souvent qu'il y a eu une période que j'appelle le moment français, qui dure de 1755, notamment, vous savez, cette fameuse bataille où l'armée de Braddock est vraiment décimée en Amérique, et jusqu'au début de l'année 1758, où la situation, en Amérique du Nord, en tout cas, est assez favorable, même largement favorable à la France. Et donc de ce fait, vous voyez, il n'y a pas que du mensonge, bien entendu, dans cette manière de présenter les choses. Mais il n'empêche qu'il s'agit d'attester de manière la plus probante possible de cette situation de supériorité de la France. Mais, et c'est ça qui est très intéressant, les publicistes français se rendent très très rapidement compte qu'ils ont un allié dans leurs mains, ce sont ces Britanniques, donc les insulaires, qui au même moment connaissent des divisions politiques vraiment très très sérieuses. Bon, ces divisions déjà préexistent au début de la guerre, mais surtout elles éclatent au grand jour à partir du mois de juin 1756, lorsque les Français se sont emparés de Minorque, de l'île de Minorque. Vous savez, c'est un événement qui a provoqué véritablement un choc énorme en Grande-Bretagne. Bon, Minorque a été acquise au terme de la guerre de succession d'Espagne. C'est un point, comme vous le savez, stratégique majeur en Méditerranée occidentale pour la Royal Navy. C'est un point, et c'est une sorte de symbole pour les Britanniques. C'est même, on pourrait peut-être dire même le symbole du régime qui s'est mis en place péniblement après la Glorieuse Révolution, au prix de 2 guerres contre Louis XIV. Ça a une forte charge symbolique, tout cela. Et lorsque Minorque est prise par les Français, la nouvelle, bien entendu, se répand en Angleterre. On cherche d'abord un bouc émissaire, et c'est le ministère britannique, d'ailleurs, qui le trouve tout de suite, parce que le duc de Newcastle, qui est Premier ministre, a très très peur, bien entendu, face au tollé qui est en train de monter. On cherche ce bouc émissaire, il est tout trouvé, c'est l'amiral Byng, qui était chargé de défendre Minorque et qui est accusé d'ailleurs d'erreurs pour certaines qu'il a commises et d'autres pas. Mais très rapidement, la colère monte et en effet, l'été 1756, si l'on se met, je dirais, à la place des contemporains, on pourrait imaginer que l'Angleterre est peut-être à la veille d'une 3e révolution, car l'opposition parlementaire, l'opposition patriote qui est dominée par William Pitt en profite, bien entendu. Pitt, à cette époque-là, commence à avoir comme allié un certain William Beckford, qui est un Tory, qui s'est rallié donc à Pitt et qui développe des idées d'ailleurs qui sont très très loin du toryisme originel, puisque dans le journal qu'il dirige, qui s'appelle le Monitor, il défend une conception du politique qui est fondée sur les théories de Locke, notamment les théories de résistance à la tyrannie, et également il reprend tout un arsenal idéologique qu'il a emprunté aux républicains classiques, et notamment cette idée d'une citoyenneté en armes qu'il met sans arrêt en exergue. À cela s'ajoute dans son argumentaire, que l'on lit dans le Monitor et dans d'autres journaux, on y voit apparaître aussi sans cesse ce leitmotiv contre un État totalement corrompu, cette corruption à la fois politique mais bien entendu morale, car on fait le lien entre les deux. Bref,
que se passe-t-il? Eh bien, en France, les services qui sont chargés de la propagande à Versailles, eh bien, se rendent compte très très rapidement qu'ils ont là une matière tout à fait intéressante, bien entendu, puisque la nation anglaise est divisée, elle est en train peut-être d'en venir aux mains, peut-être à la veille de graves tumultes. Eh bien, c'est à partir donc de 1756 qu'un jeune publiciste qui a été engagé quelques années plus tôt, en 1753, comme traducteur, comme interprète, qui s'appelle Edme Jacques Genet, est recruté, a été recruté comme interprète, et très rapide, à partir de 1756, il décide de mettre au service, je dirais, de la propagande, ces traductions. Alors d'abord, sous la forme de traduction de certains pamphlets qui sont publiés au cœur même de cette crise de Minorque. Notamment, il y a ce pamphlet d'un Tory tout aussi, hétérodoxe que Beckford, c'est le Tory John Shepburn, qui a écrit plusieurs lettres au peuple d'Angleterre, de Letters to the People of England, et que Genet traduit sous le titre « Le peuple instruit ». Et lorsqu'on lit ce peuple instruit, il est vrai que c'est un pamphlet qui tire à boulet rouge sur l'administration de Newcastle, et dans des termes parfois extrêmement violents, notamment la thèse de la rupture du contrat est rappelée à la fin de l'ouvrage. Bref, on peut s'attendre au pire. Et quelques mois plus tard, Genet décide de systématiser cette pratique en lançant désormais un périodique d'un genre inédit en France, puisqu'il est composé exclusivement d'articles de journaux, de pamphlets de la presse britannique. Et ce périodique s'intitule « L'état politique actuel de l'Angleterre ou lettres sur les écrits publics de la nation anglaise relativement aux circonstances présentes ». Les derniers mots sont importants, oui, relativement aux circonstances présentes. Il s'agit bien entendu des circonstances sur le champ de bataille. Là, tout continue d'aller bien pour la France, donc il y a sans cesse des comptes rendus très louangeux, ce ne sont pas des comptes rendus louangeux parce qu'il s'agit d'extraits de la presse britannique. Il s'agit de lamentations de jérémiades venant de la presse britannique en disant les choses vont mal en Amérique, les Français sont en train de l'emporter sur nous. Et surtout, et c'est ça qui est très important, vous avez une grande partie de ces articles qui sont extraits des journaux de l'opposition, et ces articles attaquent sans cesse le gouvernement et d'une manière extrêmement vive. Alors l'introduction du premier numéro, dès l'introduction on a compris, puisque Genet nous montre bien quelles sont ses intentions. Par exemple, voilà ce qu'il dit: jusqu'à présent, cette guerre intérieure, donc la guerre pamphlétaire, s'est faite par écrit de part et d'autre, et ce sont les gazettes, les journaux et nombre de brochures politiques qui ont servi de champ de bataille. Jusqu'à présent, vous voyez très bien que là, il s'agit, bien entendu, de laisser entendre que l'Angleterre est au bord du gouffre, et que peut-être, la paix sera acquise encore plus rapidement que possible, non pas peut-être par une victoire sur le champ de bataille, mais une victoire, je dirais, sur un autre champ de bataille. Dans ce cas-là, ce serait celui, des luttes intérieures. Et donc, cette exploitation des déboires de l'Angleterre, vous voyez, c'est une aubaine pour Versailles. Et ce qu'il faut bien voir, c'est lorsqu'on lit ces pamphlets, que découvre-t-on? On peut dire que le lecteur est plongé vraiment dans le cyclone de la lutte des partis, des protestations de la sphère extra-parlementaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au fil des numéros, il se familiarise avec les ténors de la vie politique d'outre-Manche, le duc de Newcastle, Pitt, Fox, les frères Grenville, le duc de Devonshire, qui sont mentionnés. C'est-à-dire que la politique d'Albion, qui jusqu'à présent était totalement désincarnée, commence à acquérir des traits, un visage. Ce qui est important aussi, c'est la place qu'occupent dans ces pièces qui sont traduites et livrées au public français. Ce sont les pièces qui viennent de la sphère extra-parlementaire, notamment ces adresses au roi, au Parlement, qui à l'époque sont écrites vraiment au vitriol.
ce peuple qui réclame eh bien, des sanctions vraiment très très importantes après la perte de Minorque, et notamment qui accuse le gouvernement eh bien, d'avoir failli. On a un véritable roman feuilleton lorsqu'on lit cela, parce qu'on voit vraiment se dérouler ces heures fiévreuses que vit le ministère britannique. On assiste à la démission du duc de Newcastle, à son remplacement par le ministère Pitt Devonshire à l'automne 1756. On assiste un peu plus tard, on lit les attaques dont est victime la nouvelle équipe par les oligarques du duc de Newcastle qui ont été chassés du pouvoir et qui désormais, cette bonne guerre, manient à leur tour l'arme pamphlétaire. Bref, vous voyez, en l'espace de quelques numéros, la vie politique britannique est sortie d'un cadre qui semblait passablement idyllique pour se donner à voir grâce aux écrits des premiers intéressés, les Britanniques, ce qui serait son vrai jour, enfin du moins c'est ce que souhaite bien entendu le gouvernement français, c'est-à-dire un véritable pandémonium. Alors ce qui est également important, c'est que lorsqu'on lit ces pamphlets, eh bien, on lit également, se donne à lire une parole politique, un discours, et jusque dans ces accents qui, dans le cadre d'une monarchie absolue, ce sont des accents, on pourrait dire quand même très largement subversifs. Comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, quelqu'un comme Beckford qui dirige l'hebdomadaire Le Monitor, ou encore si on prend l'exemple du London Evening Post, qui est un journal qui est abondamment cité par Genet, car c'est l'une des feuilles d'opposition les plus virulentes. Lorsqu'on lit ces journaux, qui appartiennent à la sphère patriote, eh bien, très souvent, on y trouve une phraséologie qui est une phraséologie lockéenne, ou encore républicaine classique, c'est cette fameuse... C'est tout ce corpus d'idées que John Pocock a appelé la pensée néo-harringtonienne, qui est vraiment très 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 présente dans ses écrits. Bref, nous avons donc là une littérature absolument, qui n'est pas du tout innocente, loin de là. Tout se passe comme si Versailles avait entrepris d'éduquer les Français en leur donnant des cours intensifs de rattrapage sur la vie politique et le débat d'idées dans une monarchie tempérée. Et c'est une éducation à mains égards républicaine qu'il s'agit ici. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il serait tout à fait intéressant de faire le lien avec la stratégie de propagande qui s'est poursuivie ensuite pendant la guerre d'indépendance américaine. J'ai centré mon propos sur la guerre de 7 ans, mais en réalité, il y a une continuité. Car Genet est toujours présent, il est toujours là pour traduire les pamphlets. Et pendant la guerre d'indépendance américaine, eh bien, Genet, que fait-il ? Eh bien, désormais, dans le cadre d'une gazette intitulée « Les affaires de l'Angleterre et d'Amérique », avec l'aide d'ailleurs de nombreux révolutionnaires américains qui lui fournissent en pamphlets, etc., ou qui parfois l'aident à traduire ces pamphlets, eh bien, cette stratégie se poursuit et les Français, à partir de 1776, auront droit à la primeur de la déclaration d'indépendance grâce à Genet, auront droit également à des pamphlets très virulents comme celui de Thomas Paine, Le sens commun, etc., etc. Donc il y a une continuité, si vous voulez, et ça c'est quelque chose qui est absolument, vraiment tout à fait fascinant. Alors, la deuxième chose aussi qui est tout aussi fascinante, c'est que progressivement, eh bien, comme je vous l'avais dit, le ministère français, pour reprendre la formule de Linguet, le ministère français devient plus qu'anglais d'une certaine façon. J'ai intitulé cette sous-partie d'ailleurs Choiseul est ce modèle qu'il n'ose nommer, car je dirais c'est la position du duc de Choiseul. Car c'est vraiment à l'accession aux affaires de Choiseul, à partir de la fin de l'année 1758, que la propagande et les méthodes d'action en France, eh bien, prennent connaissent un nouveau souffle plutôt. Et notamment, je ne parlerai pas ici de la propagande de guerre, mais je vous parlerai plutôt des méthodes, enfin du moins des méthodes d'action de Choiseul. Vous savez que lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit les déclarations publiques du duc de Choiseul, très souvent, eh bien, Choiseul
à l'égard de Pitt, a des mots vraiment très virulents. Il parle de forcené, qui n'a point de mesure, il parle de fou, etc. Bon, en réalité, Choiseul est très impressionné par le personnage, et même si il le craint, je dirais, pour peut-être ses accès d'humeur, en tout cas, il est très marqué par les réalisations de ce personnage. Et il n'est pas le seul, car dans la deuxième phase de la guerre de 7 ans, tandis que les défaites commencent à s'accumuler du côté français, s'opère une réappréciation totale de l'ennemi. À partir de 1758-59, on ne peut plus commencer à faire état de la situation dramatique des Britanniques, c'est faux, puisque les Britanniques sont en train de l'emporter au Canada et ailleurs. On ne peut plus parler des divisions de la nation britannique, car il n'y en a plus, ou du moins officiellement il n'y en a plus, puisque Pitt est en train de rassembler une grande partie des Britanniques, du moins c'est la propagande de Pitt justement qui donne aussi cette image, et de rassembler les Britanniques derrière son projet patriote. Et les publicistes français sont obligés de tirer un trait sur les méthodes qu'ils avaient mises en place au début de la guerre de 7 ans. Il est très net que Genet, par exemple, qui a publié, donc, comme je vous l'avais dit, cet état politique de l'Angleterre, en 1761, que fait-il ? Il publie un ouvrage assez court, parce que lui, il était souvent vraiment, il aimait bien les travaux fleuves, les essais historiques sur l'Angleterre, et dans cet ouvrage, il nous donne un portrait qui est presque diamétralement opposé de l'Angleterre et de la vie publique en Grande-Bretagne, de celui qu'il donnait au début du conflit. Alors c'est toujours la même chose, c'est fondé sur des articles de la presse britannique, c'est fondé, le corps de l'ouvrage est fondé sur des documents britanniques, et qui nous montre quoi ? Bien, désormais l'Angleterre qui est animée de l'amour du bien public, qui est vouée à des projets utiles, et bien entendu le message, il est limpide, c'est parce que l'Angleterre s'est unie, c'est parce que l'Angleterre s'est unie derrière des projets, à la fois ce projet militaire, cette volonté de dominer les Français, mais aussi plus largement par cet amour de bien public qui a soudé la Grande-Bretagne. Les Français devraient bien entendu prendre exemple sur cela. Mais plus largement, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on remarque que Choiseul, à la fin de la guerre de 7 ans, commence à agir exactement comme son rival. C'est-à-dire, je m'explique, je n'ai pas ici le temps de vous développer quelles étaient les méthodes qui ont été mises en œuvre par Pitt pour diffuser son programme patriotique. Mais du moins, en allant très vite, on peut dire que Pitt a réussi ce tour de force de donner l'impression aux Britanniques que tout était possible finalement lorsqu'ils étaient unis derrière un homme bien entendu courageux, un homme qui montre de l'énergie. C'était William Beckford dans ses articles de journaux qui a donné cette image. Que fait Choiseul en 1761 ? Il fait du Pitt, et notamment avec une grande maestria, en deux phases. Première phase, c'est la parution d'un livre qui est publié après l'échec des premiers pourparlers de paix, à l'automne 1761, ces pourparlers de paix avec l'Angleterre ont échoué, et Choiseul publie un mémoire historique sur la négociation de la France et de l'Angleterre depuis le 26 mars, etc., avec les pièces justificatives. Alors c'est un ouvrage, je n'ai pas le temps d'insister ici, mais qui est vraiment très important, parce que pour la première fois, la diplomatie française livre vraiment des documents très fondamentaux, c'est du jamais vu dans l'histoire, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, outre ces pièces justificatives qui sont d'ailleurs, qui n'ont pas été faussées, ce sont vraiment les pièces justificatives des négociations, il y a quand même une part, bien entendu, de manipulation. Et la pièce de résistance de l'ouvrage, elle figure au centre de l'ouvrage, c'est l'ultimatum qui a été envoyé par Pitt au milieu de l'été, un ultimatum au ton très outrageant
envers Louis XV, et il s'agit bien entendu pour Choiseul, en livrant cette pièce, de montrer, regardez ce que font les Anglais, regardez comment ils se conduisent, etc. Il s'agit de souder le pays derrière le roi, de faire un choc psychologique. Et derrière, et de provoquer une réaction de légitime réprobation, de faire accepter aux Français la continuation de la guerre, parce que c'est cela qui est en jeu. Et quelques semaines plus tard, la deuxième phase de l'opération de reconquête de l'opinion est lancée. C'est à l'automne que les États de Languedoc, qui se réunissent alors, décident d'offrir de l'argent pour reconstruire la marine du roi. Alors l'initiative n'est pas du tout spontanée, puisque c'est Choiseul qui a demandé au président des États, le cardinal de La Roche-Aymon, de proposer ce don patriotique, mais en cachette bien entendu, et c'est un succès car comme l'ont fait en Angleterre Pitt et son allié Beckford dans leur stratégie de persuasion publique, Choiseul s'efforce de faire taire les divisions du corps politique en donnant l'impression aux Français qu'ils agissent de manière libre et autonome, en œuvrant à un projet utile à la communauté. C'est-à-dire que là, on a une véritable... Il est très très net que pendant quelques semaines, la France est gagnée par un souffle, on pourrait dire républicain, d'une certaine manière, puisque nous avons les États provinciaux, les grands corps du royaume, mais aussi des particuliers qui offrent leur argent pour relever la marine de guerre. Alors, si je conclus, je dirais que, pour aller très vite, en favorisant l'exportation d'une culture politique qui était encore mal connue en France, la guerre de 7 ans constitue bien entendu un moment très important dans les transferts culturels transmanche. Et je pourrais dire bien entendu la même chose du conflit suivant, comme je vous l'ai suggéré, qui poursuit dans cette direction. Mais on peut se demander finalement quel a été, je dirais, le résultat de cela. C'est-à-dire que je pense que là, il y a vraiment deux manières d'appréhender les choses. Ce qui est certain, c'est que nous avons une vision essentiellement négative au départ qui a été transmise. Une vision négative des institutions et qui, à mon sens, a peut-être laissé des traces. Il ne faut pas oublier que généralement, on voit la fin du XVIIIe siècle comme l'ère de l'anglomanie. Vous connaissez très bien cela, cette espèce de grand cliché d'une France anglomane. Certes, c'est vrai, mais l'anglomanie est essentiellement une mode. Par contre, y a-t-il un courant anglophile politique vraiment très fort ? Vous connaissez en gros la fin de l'histoire et je me garderai ici de faire de la téléologie. Mais il y a tout de même une chose quand même fondamentale, c'est que si on s'interroge sur l'échec des monarchies en 1789, c'est que ce projet qui, en partie, je dis en partie, était quand même inspiré par un modèle britannique, ce projet ne pouvait plus recueillir, je dirais, l'approbation des députés. Et pour quelles raisons ? Il y en a beaucoup, bien entendu, mais il y en a une sans doute tout de même, c'est que progressivement, et je pense que là, le gouvernement français a joué un rôle vraiment très très important, c'est développé en France une vision du système politique britannique beaucoup plus, je dirais, fondée, mais un régime politique corrompu, miné par les corruptions, miné par les divisions. Et encore une fois, je n'ai pas ici le temps, bien entendu, de dépasser la guerre de 7 ans, mais il faudrait aller jusqu'à la guerre d'indépendance américaine. Il est certain qu'avec l'épisode révolutionnaire américain, cet aspect négatif a tendance de plus en plus à l'emporter, puisque encore à nouveau, la propagande française de cette époque insiste beaucoup justement sur l'étard de cette constitution britannique. Donc voilà ce que j'avais à dire de manière vraiment très 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 synthétique, parce que j'avais encore beaucoup de choses, mais je préférais aller, disons, j'ai un petit peu, j'ai résumé ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie.